Bienvenue à tous les amis, je suis très heureuse de vous retrouver, vous m'avez beaucoup manqué. Donc je viens de rentrer des États-Unis et j'ai fait le plein de nouveautés pour cette année. Alors ce soir, demain et après-demain, nous sommes en compagnie de Jean-Pierre Chamodeau. Vous avez peut-être déjà vu nos dernières conférences. Si ce n'est pas le cas, Jean-Pierre travaille sur la libération holographique du cœur péricarde. Et le thème de ce soir, donc nous allons regarder les outils quantiques. Nous allons passer à travers la pensée, le verbe, la visualisation et l'intention par le toucher quantique. Alors Jean-Pierre, bonsoir. Peut-être tu vas pouvoir aussi faire une introduction des dernières conférences. Oui, bonsoir. Effectivement, dans les dernières conférences, je vais essayer de résumer ça très rapidement avec ce schéma qui résume un peu tout ce que j'ai dit. Vous voyez que sur la colonne de gauche, les outils, c'est tout à fait en bas. On en est là. Et donc, on a commencé par se poser la question comment résoudre nos problèmes de douleur, de pathologie, de tension, de crispation, d'épuisement, de séparation. Et donc, il y a eu tout un chemin pour effectivement voir quel est le bon mode d'emploi en quelque sorte. Et c'est cette recherche du mode d'emploi qui a occupé toutes les dernières conférences. Et comme vous voyez sur ce tableau, en fait, si on veut avoir le bon mode d'emploi, eh bien, il est nécessaire d'avoir une représentation de la réalité qui est correcte, parce que c'est à partir d'une compréhension correcte de la réalité qu'on va pouvoir déduire notre identité et une logique de vie. Et donc, à partir de cette logique, on va définir des buts, des stratégies et des outils. Alors, ce soir, on va parler des outils, mais simplement, je veux faire un petit rappel sur les deux. Il y a actuellement, sur le plan historique, l'humanité est sur un chemin, sur un passage qui est extrêmement particulier, puisque c'est une compréhension de la réalité radicalement différente qui prend naissance avec toutes les nouvelles sciences. Et donc, la réalité, il faut savoir que c'est la physique qui définit la réalité. Et donc, on a la physique classique qui représente l'ancienne manière de voir la réalité, qui est une physique matérialiste, et la nouvelle physique, qui est la physique quantique, qui est une physique qui va déboucher sur le spirituel et qui va nous dire, avec des preuves, cette fois-ci, ce qu'est vraiment la réalité. Et donc, pour la physique classique, donc l'ancien paradigme scientifique, la seule réalité, c'est la matière et qui débouche sur une définition de l'identité qui est le corps physique séparé des autres corps physiques, c'est-à-dire l'ego. Et donc, cette réalité, que la seule réalité, c'est la matière, est donc complètement erronée puisque les nouvelles sciences nous montrent que la réalité, c'est la conscience, et que la réalité, c'est la conscience qui crée la matière. Voilà. Et donc, en termes d'identité, évidemment, dans l'ancien paradigme, on va dire qu'un corps de matière est séparé d'un autre corps de matière, et donc, ça va avoir pour conséquence que l'autre n'est pas moi, je ne suis pas l'autre, et donc l'autre peut être éventuellement un concurrent, peut-être même un ennemi, et du coup, si l'autre n'est pas moi, l'ennemi existe et nos intérêts sont divergents. En tous les cas, c'est le système de croyance qui va avec cette vision de l'identité. Alors que les nouvelles sciences nous disent que nous sommes le champ de conscience et le champ de conscience est universel. C'est le champ de l'univers et que tous les corps sont habités par la même conscience. Autrement dit, je ne suis pas qu'un corps, je suis la conscience et l'autre est une partie de moi. Si l'autre est une partie de moi, en aucun cas ça ne peut être un ennemi. Je ne peux pas considérer ma propre main comme une ennemie, ce serait ridicule, et donc je ne peux pas détruire ma propre main. Et bien de la manière, je ne peux pas considérer l'autre comme un ennemi ni le détruire. Ce serait complètement ridicule et absolument incohérent par rapport à la réalité. On voit donc en fonction de l'identité qui repose sur la compréhension de la réalité, on va être dans une logique radicalement différente. L'ancienne physique classique qui dit que nous sommes de la matière, des égaux et que nous sommes séparés, va avec une logique, donc, puisque l'ennemi existe, la peur existe,
et du coup, cette logique de peur va nous amener vers la guerre et vers la destruction. Alors que si on regarde les nouvelles sciences, elles nous disent que nous sommes la conscience, une, et que cette conscience une, on a vu que avec le quatrième principe de la physique quantique qu'on appelle intrication, nous sommes tous un, comme disent les sages depuis des milliers d'années, et donc forcément, si l'autre est moi, l'ennemi n'existe pas, et donc il n'y a aucune raison d'avoir peur. Simplement, à ce moment-là, on est dans une logique, si l'autre est moi, de respect, d'amour et de contribution. Et donc, évidemment, sur le plan de la médecine, on va avoir une parallèle par rapport à ça. Et donc, si on est dans une logique avec l'ancienne pensée matérialiste de peur, de guerre et de destruction, et donc, selon cette logique, la solution, ce sera donc de détruire l'ennemi et de gagner la guerre contre l'ennemi. Alors, si on se place sur le plan de la médecine, si l'ennemi existe, ça c'est l'ancienne manière de voir les choses, eh bien, ça veut dire que l'ennemi, c'est la pathologie, c'est les agents pathogènes, donc qui sont des ennemis, et donc on verra que en fait, ça n'a pas existé, ça n'existe pas les ennemis, même les microbes, les virus ne sont pas des ennemis en réalité. C'est ce qu'on a cru à un moment donné, ou qu'on continue à vouloir nous faire croire. Et donc, si l'ennemi, c'est la pathologie et l'agent pathogène, eh bien, la logique, ce serait de faire la guerre contre ces ennemis, agents pathogènes, et du coup, la santé, ce serait l'absence de pathologie, et donc l'absence d'ennemis. Et pour ça, il faut éliminer l'ennemi et gagner la guerre. Donc, ça nous amène dans une logique de la médecine officielle, qui est une médecine matérialiste, et qui veut détruire la pathologie et les agents pathogènes. Alors, qu'est-ce qu'on se place du nouveau côté des nouvelles sciences? Du côté des nouvelles sciences, évidemment, il n'y a pas d'ennemis, et donc, ça veut dire que les pathologies n'existent pas, ou tout du moins que le problème ne vient pas des pathologies, mais le problème vient d'une déconnexion du champ de conscience. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que si c'est pas la peine de lutter contre les pathologies, c'est utile, par contre, de reconnecter les cellules au champ de conscience. C'est deux logiques complètement différentes. Et donc, c'est une logique donc de respect et d'amour et de contribuer au bien-être des cellules. Alors, gagner le bien-être et la santé et non pas gagner la guerre dans le nouveau paradigme scientifique. Et donc, à partir du moment où, en fonction de l'identité, de la logique et du but, on a défini le but, l'ancien paradigme, c'est de gagner la guerre. Donc, forcément, on va avoir des stratégies de guerre, alors que dans le nouveau paradigme, c'est de gagner le bien-être et la santé. Donc, on va forcément avoir des stratégies axées sur l'amour. Donc, selon l'ancien paradigme, évidemment, qui ne tient pas compte de découvertes fondamentales en physique quantique, à savoir que la conscience est créatrice, on a parlé de l'effet observateur, eh bien, si on comprend l'effet observateur, à savoir que la conscience crée la matière, eh bien, si on fait un diagnostic, on pose un diagnostic, donc la personne va croire qu'elle a une maladie, et si elle le croit, elle va créer la maladie. Quelque part, poser des diagnostics, ça peut être embêtant, dans la mesure où, puisqu'il y a un effet créateur, on peut créer un système de croyance qui va lui-même créer la pathologie et créer le problème. Donc, il y a quelques soucis par rapport à ça. Et puis, deuxième chose qui ne va pas si on a compris l'effet observateur, c'est qu'une fois qu'on a créé le problème en faisant un diagnostic, on va lutter contre le problème. Et on a vu que quand on lutte contre quelque chose, ça augmente cette chose qu'on ne veut plus. Donc, ça la nourrit et donc on obtient le résultat inverse. Voilà peut-être pourquoi la médecine officielle a des soucis au niveau des résultats. Eh bien, si on revient maintenant dans le nouveau paradigme, eh bien, on ne va pas faire de diagnostic, donc on refuse de faire des diagnostics, on refuse de lutter contre les pathologies, mais on va œuvrer pour le bien-être cellulaire. Et œuvrer pour le bien-être cellulaire, c'est reconnecter la cellule au champ de conscience, tout simplement. Alors maintenant, ça, c'est les stratégies. Et pour faire ça, eh bien, donc, comment on va retirer,
va agir pour reconnecter les cellules. Eh bien, c'est ce qu'on avait vu en épigénétique. Quand il y a des hormones de stress, la cellule diminue de volume et elle se déconnecte du champ de conscience, ce qui donne toutes les pathologies. Et donc, plutôt que de lutter contre les conséquences, on va agir sur la cause et reconnecter les cellules. Alors pour ça, on va se servir d'un outil qui n'est pas une arme, puisqu'on va œuvrer pour le bien-être. Donc, on va se servir de l'effet observateur, c'est-à-dire de la conscience que nous sommes, de l'amour et de l'information. Et donc, dans la dernière conférence, on avait vu que en physique quantique, on allait se servir donc de l'effet observateur et que l'effet observateur, c'était simplement l'intention. Et donc, quand on arrive, qu'est-ce que c'est que l'intention? Eh bien, c'est une information. Quand on prend un arc et qu'on vise une cible, ça, c'est de l'information. Donc, viser la cible, on peut viser la cible, gagner la guerre contre les pathologies, ou on peut viser la cible, gagner le bien-être en reconnectant les cellules. Donc, viser une cible, ça s'appelle de l'information. Et donc, une fois qu'avec l'arc, on a visé la cible, on bande l'arc et ça représente le désir d'atteindre la cible. Ça s'appelle de l'énergie. Autrement dit, une intention, c'est de l'information, qu'est-ce qu'on veut, plus de l'énergie, c'est-à-dire la volonté d'atteindre le but. Alors évidemment, je m'étais posé la question de savoir si des scientifiques avaient étudié l'impact de l'intention sur les cellules. On avait vu que le docteur Leonard Lasko nous avait appris des choses très intéressantes. On avait parlé de cohérence cardiaque. On avait parlé de différentes solutions pour pouvoir rendre l'intention efficace sur le comportement de la cellule. Et donc, on avait vu que le docteur Lasko avait fait des expériences sur des salmonelles et qu'il leur demandait à ces salmonelles par la pensée, donc de réduire leur taux de croissance et il obtenait un résultat de 20% de baisse du taux de croissance. Et donc, quand il demandait par la pensée et la visualisation, il obtenait une réduction de 40% du taux de croissance. Alors, ça nous amène à conclure que l'intention peut utiliser plusieurs canaux. Donc, Leonard Lasko avait fait des expériences avec le canal de la pensée et le canal de la visualisation. Et quand j'ai pris connaissance de ces expériences, évidemment, j'ai sauté de joie parce que j'utilisais dans mes outils l'intention par le toucher, la pensée, le verbe et la visualisation. Et si on a une efficacité de 20% pour chaque canal, quand on additionne les 4, on arrive à 80%. Voilà ce qu'on avait dit lors des dernières conférences. Et ce soir, eh bien, on va regarder de plus près ces fameuses intentions par le toucher, l'intention par la pensée, l'intention par le verbe, l'intention par la visualisation. Voilà pour l'introduction. Super, merci beaucoup. C'était assez court. Alors, c'était très synthétique, très bien. Je pense qu'on a aimé. Alors, maintenant, est-ce qu'on a besoin des diaporamas? Oui, on va avoir besoin des diapos. D'accord. Donc, je vais vous mettre les diapos. Voilà. Très bien. C'est parti. C'est parti. Alors, donc, on avait déduit de toutes les recherches que le problème venait du fait que les cellules diminuaient de volume et que c'était très embêtant que les cellules diminuent de volume parce qu'il y avait deux impacts importants. C'est que ça raccourcissait les tissus, ça créait des contraintes mécaniques et ça expliquait toutes les pathologies d'origine mécanique, anatomique, anatomopathologie. Et l'autre chose, c'est que quand la cellule diminue de volume, elle perd de l'eau. C'est-à-dire, on avait vu que l'eau, c'est l'interface entre le champ du vide quantique et la cellule. Et quand il n'y a plus d'eau, eh bien, ça veut dire que la cellule ne peut plus recevoir l'information du champ du vide quantique. Et donc, ça veut dire que la cellule est déconnectée et qu'elle ne reçoit plus le mode d'emploi et qu'elle dysfonctionne. Et ça donne toutes les pathologies d'origine physiologique. Donc, le but de mon intervention, c'est de permettre aux cellules de retrouver leur volume, c'est-à-dire de se réhydrater quelque part, de reprendre de l'eau, afin qu'elles puissent se reconnecter au champ de conscience, au champ du vide quantique. Et donc, comment on s'y prend pour aider une cellule à retrouver son volume en agissant par l'intention? Eh bien, c'est ce qu'on va voir pendant toute la conférence ce soir. Alors, avant de commencer, par rapport aux
à la possibilité de créer et notre pouvoir créateur, ce qu'on appelle l'effet observateur. J'ai une petite idée un peu personnelle par rapport à ça. Vas-y, dis-nous tout. Un jour, je faisais une conférence et j'expliquais ce que je vais expliquer lors de la prochaine conférence demain soir, l'holographie. Vous savez que l'image holographique, c'est une image dans laquelle, dans chaque point de l'image, vous avez toute l'image. On en reparlera demain. Et donc, un professeur de physique était venu me voir à la fin de la conférence parce que je disais que dans l'image holographique, dans chaque point de l'image, on avait toute l'image. Et il ajoutait, oui, d'accord, mais on a toute l'image en basse définition. Et c'est là que ça m'a fait tilt, parce que basse définition, ça veut dire peu d'informations. Donc, dans chaque point de l'image holographique, il y a toute l'image, mais en basse définition. C'est-à-dire, il y a moins d'informations que dans l'image, en fait. Et donc, si nous sommes une image de Dieu, eh bien, si nous sommes un point de l'hologramme Dieu, eh bien, ça veut dire que nous sommes une image basse définition de Dieu. Ce qui veut dire que notre pouvoir créateur n'est pas aussi puissant que celui de Dieu, en tous les cas. Alors, ça veut dire que, effectivement, si je suis partiellement créateur et que je n'ai pas un pouvoir créateur extrêmement important, parce que vous savez, moi, je suis un peu feignant, et mon idéal, ce serait d'ouvrir toutes les cellules en une fraction de seconde. Alors, évidemment, j'ai bien essayé de demander à toutes les cellules de s'ouvrir en même temps, et ça n'a pas marché. Justement parce que mon pouvoir créateur n'est pas suffisant. Quelque part, c'est peut-être une manière aussi de me protéger par rapport à ce que je pourrais créer, parce qu'on crée d'une manière consciente ou inconsciente, et si on a un pouvoir créateur trop puissant, eh bien, on peut créer des choses très, très négatives. Donc, c'est peut-être une manière de nous protéger, le fait qu'on ne soit pas 100% créateur. Et donc, c'est pour ça que je parlais que pour augmenter le pouvoir créateur de notre pensée et de notre intention, j'avais parlé de cohérence cardiaque, d'amour, et de rajouter toutes les 4 intentions possibles pour augmenter la puissance. Et donc, malgré ça, si on demande à toutes les cellules de s'ouvrir, elles ne s'ouvrent pas toutes. Et donc, ça va nous contraindre, puisqu'on n'est pas 100% créateur, de focaliser nos intentions sur des parties plus petites, sur des champs de quelques cellules, un nombre restreint de cellules. Et là, on s'aperçoit que le pouvoir est vraiment créateur et qu'il se passe des choses. Donc, c'est sûr que dans ces cas-là, on peut être extrêmement efficace, même si on n'est pas un pouvoir créateur à 100%, mais ça va nous contraindre à subdiviser le corps en plusieurs morceaux et à agir sur plusieurs petits morceaux pour pouvoir avoir la même efficacité. Donc, ça va prendre un peu plus de temps, mais on va finir par y arriver. Alors, donc, on va commencer par l'intention, par le toucher. Donc, le toucher quantique, je parle de toucher quantique depuis un certain temps parce que c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement pratique par rapport au toucher. Alors, la question à se poser, c'est qui touche? Et qui touche quoi? Donc, est-ce qu'on touche le corps ou est-ce qu'on touche la conscience? Et on touche avec le corps ou avec la conscience? Alors, il y a 2 types de toucher. Il y a le premier toucher qui est le toucher matérialiste newtonien, qui est le toucher de la matière. C'est le corps de matière qui touche un autre corps de matière. Et donc, la main qui est en dessous de la vitesse de la lumière touche le corps qui est en dessous de la vitesse de la lumière. Et donc, pour la matière, l'espace existe et les mains se déplacent localement vers l'objet à toucher. C'est-à-dire que si je veux toucher une épaule, eh bien, je dois déplacer ma main jusqu'à ce qu'elle vienne toucher l'épaule. Et donc, quand je vais mettre ma main sur l'épaule, par exemple, je vais avoir un ressenti et mon ressenti n'est que la traduction des récepteurs cutanés sensitifs qui sont reliés par des nerfs sensitifs qui rejoignent la moelle épinière. Et le signal arrive dans le cerveau. Et ce type de ressenti, qu'on pourrait appeler nerveux, ne représente que 10% de notre capacité de ressenti. Autrement dit, avec ce toucher matérialiste, je dois déplacer mes mains pour toucher
le corps, et en plus, j'ai un ressenti qui est extrêmement faible. Et donc, la question aussi, c'est comment je fais à ce moment-là si je veux soigner, par exemple, une artère coronaire, parce qu'il y a entre ma main et l'artère coronaire, il y a le sternum, et je ne peux pas passer à travers le sternum, donc je ne peux pas atteindre l'artère coronaire, et je ne peux pas ni la sentir, ni agir dessus. Ce qui montre que ce toucher matérialiste est extrêmement limité, et c'est la raison pour laquelle j'ai réfléchi à un autre toucher, surtout après avoir étudié la physique quantique et l'épigénétique. Ce qui m'amène au toucher quantique. Alors le toucher quantique, c'est plus le corps qui touche le corps, mais c'est une conscience qui touche une conscience. Un champ qui touche un champ. Et je vous rappelle que nous ne sommes pas le corps, mais nous sommes la conscience. Et donc, pour la conscience, l'espace n'existe pas. On est dans le non local, c'est le 4e principe de la physique quantique. Donc, à ce moment-là, les mains ne se déplacent pas, mais j'appelle dans mes mains le champ de conscience à observer. Alors, en fait, il faut que j'amène ma conscience dans mes mains et j'appelle le champ de conscience de l'organe que je souhaite observer dans mes mains pour qu'elle rencontre ma conscience dans mes mains. Et donc, à ce moment-là, quand j'ai établi le contact, je peux sentir, et comme c'est la conscience qui sent, ça représente quand même 90% du ressenti. Autrement dit, en termes de ressenti, je vais recevoir beaucoup plus d'informations et je vais être beaucoup plus efficace. En plus, je vais recevoir tellement d'informations que je vais pouvoir mettre au point, grâce à ce toucher quantique, ce que j'appelle le numéro de téléphone, parce que, en fait, ça sert à quoi un numéro de téléphone? Il faut savoir que pour les premiers téléphones, il y avait très peu d'abonnés, et donc quand on décrochait, tout le monde entendait tout le monde. Et c'était un petit peu gênant parce que dès que le nombre de personnes augmentait, personne ne pouvait avoir une conversation avec qui il voulait vraiment. Ce qui fait qu'on a inventé le numéro de téléphone pour relier 2 personnes, une à une, et non pas au collectif. Donc, quelque part, un numéro de téléphone, ça supprime des informations pour ne conserver que celles que l'on souhaite. Eh bien, avec le toucher quantique, on va pouvoir, par l'intention, choisir l'information que l'on souhaite recevoir et retirer toutes les informations, ce qui va nous permettre d'une perception beaucoup plus claire des informations que nous souhaitons. Et donc, l'autre chose, c'est qu'effectivement, quand on est dans le non local, eh bien, on va pouvoir passer à travers le sternum pour sentir les artères coronaires, on va pouvoir passer à travers le crâne pour pouvoir scanner le cerveau point par point. Et donc, on va pouvoir agir en non local. Alors, à quoi ça sert de se toucher quantique? Eh bien, donc, nous, ce qu'on voudrait, c'est observer finalement le champ de conscience. On avait expliqué que pour être efficace, il fallait que la conscience touche et agisse sur le champ de conscience pour avoir un effet sur le corps physique, sur la matière. Et donc qu'est-ce qu'on cherche à faire avec ce champ de conscience, ce champ morphogénétique que l'on souhaite examiner, observer? Eh bien, on cherche à savoir si ce champ de conscience est en rétraction ou s'il est grand ou s'il est petit. Et comment on peut savoir si un champ est grand ou petit? Eh bien, on peut savoir en sentant son mouvement. Il faut savoir que le mot âme vient du mot anima. Anima, et le verbe animer vient du même mot anima. Autrement dit, l'âme, c'est le mouvement, c'est la vie. Et donc, le champ de morphogénétique, par définition, a un mouvement. Et donc, sentir la vie, sentir le mouvement du champ morphogénétique, c'est à ça que ça sert le toucher quantique. Et donc, le mouvement, forcément, il a une amplitude et il a une fréquence. Et donc, si le champ morphogénétique est en souffrance et qu'il s'est rétracté, qu'il a lui-même diminué de volume, eh bien, on va avoir des amplitudes de mouvement qui sont beaucoup plus petites, voir si c'est complètement rétracté, aucun mouvement. Et à ce moment-là, s'il n'y a aucun mouvement, eh bien, on va savoir qu'il y a besoin d'aide pour retrouver le mouvement, pour retrouver la vie. Donc, on va observer avec l'intention. Et puis après, une fois qu'on a découvert un endroit qui est extrêmement serré, qui a besoin d'être libéré,
on va avoir une action harmonisatrice, c'est-à-dire on va agir pour que ce champ retrouve une amplitude et retrouve son volume. Et donc, on va obtenir, si on arrive à faire ça avec le champ morphogénétique, on s'aperçoit que le tissu de matière va se rallonger, que le volume cellulaire va augmenter et que donc les tissus vont se rallonger. Voilà un petit peu le principe, c'est-à-dire que j'avais expliqué dans les conférences précédentes que si on veut ouvrir les cellules et les faire grandir en volume, ben, il faut rallonger les tissus et que les matérialistes, pour rallonger les tissus, prenaient le tissu par les deux extrémités et tiraient dessus. On avait vu que ça ne marchait pas et c'était le début de ma recherche. Pourquoi ça ne marche pas quand on tire sur un tissu de matière pour le rallonger? Ben, tout simplement parce que Einstein disait « seul le champ gouverne la particule » et simplement parce que le mode d'emploi, c'est d'étirer le champ morphogénétique pour que le corps se rallonge, tout simplement. D'étirer le champ morphogénétique de la cellule pour que la cellule augmente de volume. Et donc, quand on passe par le champ morphogénétique, qu'on peut observer si les amplitudes sont petites et qu'on peut augmenter les amplitudes et donc le volume du champ morphogénétique, on s'aperçoit qu'on a un impact énorme sur le corps physique puisque les tissus se rallongent et que les cellules retrouvent leur volume et se réhydratent. Voilà. Alors, maintenant que je vous ai parlé très rapidement du toucher quantique, ça vous intéresse peut-être de savoir comment on s'y prend pour concrètement qu'une conscience touche une conscience, puisse sentir une conscience et en plus puisse agir sur le champ de conscience pour modifier le corps physique. Alors, ce protocole est extrêmement précis et donc vous allez voir que tout ça, ça va correspondre à des intentions différentes qu'on va additionner. D'abord, on va toucher, on va se servir des mains puisque c'est l'outil qui va nous permettre de toucher. Et donc, la première chose, c'est qu'il faut que les mains soient reliées au cœur et que le cœur soit relié d'une part au ciel et d'autre part à la terre. Alors, c'est ce qu'on appelle le centrage. Il y a une technique précise que j'enseigne dans les formations que je donne. Donc, cet apprentissage du protocole du toucher quantique se fait au premier stage, S1, de la formation à LHP que je donne. Donc, une fois qu'on a appris à se centrer, c'est-à-dire à connecter la tête au ciel, les pieds au sol, et le cœur est connecté au ciel et le cœur est connecté au sol, eh bien, donc, on connecte les mains au cœur, qui lui-même est connecté au ciel et à la terre. Et une fois qu'on est connecté, on va pouvoir se mettre en cohérence cardiaque, c'est-à-dire il y a plusieurs méthodes pour se mettre en cohérence cardiaque. Donc, je rappelle, je l'avais dit dans les conférences précédentes, que quand on est dans un état de conscience normal, la fréquence de la respiration n'est pas synchrone avec la fréquence du cœur et la fréquence des ondes cérébrales. Par contre, quand on est en état d'amour, on se rend compte que les fréquences cérébrales, cardiaques et respiratoires sont en phase. Et dans cet état particulier, qu'on appelle un état de conscience, eh bien, effectivement, l'intention devient beaucoup plus puissante. Et la deuxième chose qu'on peut faire, c'est créer un champ d'amour. Alors, on va voir tout à l'heure pourquoi c'est important de créer un champ d'amour et donc d'être en cohérence cardiaque. Troisième chose, on va demander que les mains soient conscientes, c'est-à-dire que les mains soient habitées par notre conscience à nous. Donc, ma conscience doit habiter mes mains, si je veux être dans le toucher quantique. Je dis ça parce que ça paraît un petit peu normal que la conscience habite le corps, mais il faut savoir quand même que dans notre conditionnement, tout est fait pour que nous n'habitions plus notre corps. N'est-ce pas? Quand nous avons peur, eh bien, notre conscience, elle monte dans la tête et elle quitte le corps. Hein. Et puis, et ça veut dire qu'on a une grosse tête et qu'on n'a rien dans le corps. Ça, c'est les esclaves, c'est pratique qu'ils n'habitent pas leur corps parce que comme ça, ils sentent pas leur fatigue et ils peuvent continuer de travailler. Et puis, ils sont uniquement dans leur tête et ils ont la grosse tête et ils sont assez mal à cause de ça. Et donc, c'est pour ça que les tyrans disent aux esclaves, ne t'écoute pas et travaille, ne t'écoute pas, c'est-à-dire ne ressens pas tes propres besoins, mais sois
productif pour moi. Alors, évidemment, avec un tel conditionnement, les tyrans intelligents, enfin, tout du moins qui se croient intelligents, vont tout faire pour que nous soyons dans notre tête et pas dans notre corps. Eh bien, ils ont inventé des outils qui sont super efficaces pour que nous soyons dans notre tête et pas dans notre corps. Il suffit de regarder la télévision, de jouer avec des jeux interactifs sur Internet. Et puis maintenant, on a l'informatique. Et donc ça, c'est une bonne manière de nous maintenir avec notre conscience que dans la tête. En plus, en Occident, on va nous faire réfléchir beaucoup et pas beaucoup sentir. Et on va être prisonnier de notre tête, on va plus pouvoir habiter notre corps. Et donc, il y a des choses qui sont intéressantes parce que dans les stages de formation que je donne, je vais me servir d'exercices de Qigong pour que l'énergie redescende dans la main et que la conscience habite tout le corps et notamment que la conscience habite les mains. Donc, on voit bien que d'avoir des mains qui soient habitées par la conscience, c'est déjà sortir du conditionnement pour qu'on puisse le faire. Et donc, ça va demander un petit entraînement, mais on acquiert ça très rapidement. Après, excuse-moi, est-ce que je peux te poser une ou deux questions? Là, je t'en prie, vas-y, volontiers. J'ai avalé de travers. Ça va? Vas-y, c'est bon. Je suis encore vivant. Alors, nous avons Mireille qui nous demande, que je retrouve la question, en cas de fibrose idiopathique du poumon droit, peut-on en guérir avec cette méthode? Alors, je vais répondre ce que je réponds à toutes les personnes qui me demandent si je suis efficace sur telle pathologie, que ce soit une fibrose, que ce soit un cancer, que ce soit une fibrose en plaques, ou ce que vous voulez. Je vous rappelle que j'expliquais que je ne lutte pas contre les pathologies, mais que j'œuvre pour reconnecter les cellules. Et c'est justement parce que je ne lutte pas contre les pathologies, ça, je m'en fous complètement des pathologies, ça m'intéresse pas. Et c'est justement pour ça que j'obtiens une disparition de pathologie. Donc ça, c'est déjà la première manière de répondre. Et la deuxième manière de répondre, c'est que si on a compris les principes de la physique quantique, c'est-à-dire l'indéterminisme, par exemple, qui est un des 5 principes de la physique quantique, on sait que on est sûr de rien. Mais par contre, quand on a une vision quantique des choses, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Tout est possible, mais on est sûr de rien. Donc, c'est aussi une manière de répondre à la question. D'accord, donc c'est possible qu'elle guérisse avec ça, comme c'est possible qu'elle ne guérisse pas. C'est ça, exactement. Voilà. Est-ce que ça dépend uniquement de toi, ou est-ce que ça dépend d'elle, ou est-ce que ça dépend d'un ensemble? Alors, je conseille, si vous voulez comprendre ce que je viens de dire, de retourner voir les 2 conférences sur la physique quantique qui nous disent que la réalité est indéterminée. Vous savez, vous vous rappelez des superpositions d'états? C'est-à-dire qu'une particule pouvait être en même temps à 2000 km/s et en même temps à 1000 km/s. Et c'est quand la conscience observe et mesure la particule qu'il y a ce qu'on appelle un effondrement de la fonction d'onde et que la particule choisit une des 2 vitesses. Mais avant qu'on ne mesure, on ne peut pas savoir à quelle vitesse on va mesurer la particule. Oui, c'est l'observateur. C'est l'observateur et l'effet observateur avec l'effondrement de la fonction d'onde qui fait qu'on ne peut jamais être sûr de quoi que ce soit. Alors, est-ce que tu as des cas un peu similaires dont tu pourrais nous parler? De similaire de ce qu'elle disait? Oui. Alors, des cas similaires. Alors, par contre, ce que je peux parler, c'est de ce que je fais sur les poumons. Et donc, sur les poumons, je vais agir pour reconnecter les cellules du poumon. Mais je vais agir sur le champ morphogénétique du poumon. Et je vais agir, je n'ai pas fini avec le flux du toucher quantique, mais vous allez comprendre là où je veux en venir, c'est qu'on va pouvoir appeler la partie du poumon qu'on veut. Je peux n'appeler que, si je veux, que les alvéoles et agir sur les alvéoles. Je peux n'appeler que les bronches, ou je peux appeler que les muscles bronchiques, etc., etc. Autrement dit, je vais pouvoir avoir une action sur le poumon
pour reconnecter les cellules qui en ont besoin. Et j'avais expliqué que quand on reconnecte les cellules qui reçoivent à nouveau le mode d'emploi, ben, les pathologies disparaissent, puisque la pathologie est due à la déconnexion. Ok. Et je réponds la même chose pour toutes les pathologies et pour toutes les parties du corps. C'est le même principe. Ok. C'est compliqué, une autre manière de voir la réalité, c'est tout. Nous avons Jean-Luc qui dit bonsoir, peut-on utiliser cette technique du toucher quantique en auto-soin? Merci de votre réponse. Évidemment, puisque pour l'âme, il n'y a pas d'espace, l'intérêt, c'est que je peux m'auto-traiter. Et on va voir tout de suite, dans la suite de la conférence, que je peux traiter à distance. Donc, si je peux traiter à distance, je peux me traiter moi-même, forcément. Et donc, on a une dernière question avant de reprendre. Virginie qui dit comment faire la différence entre mental et cœur physiologiquement. C'est-à-dire, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la différence entre leur mental, ce qui se passe dans l'esprit, le mental, quoi, et dans le cœur. Ça, c'est une question de ressenti, d'écoute, de discernement. Voilà, c'est sa question. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Notre conditionnement nous pousse à être que dans notre tête. Donc, il y a plein de gens qui sont dans leur tête et qui ont du mal à être dans leur cœur. Et donc, quand vous faites un traitement en libération holographique du cœur péricarde, à la fin, vous habitez entièrement votre corps et notamment, vous habitez votre cœur. Et on verra dans la conférence d'après-demain que, effectivement, il y a des choses qui se passent et que les gens, à la fin d'une séance, sentent leur cœur, sentent l'amour qu'ils sont, sentent la paix qu'ils sont et sentent la joie qu'ils sont. Hein, ce qui n'est pas le cas dans une état de conscience normale. Donc voilà. Et là, ils le savent qu'ils sont dans leur cœur parce que du coup, ils me regardent avec leur cœur à la fin d'une séance et ils me parlent avec leur cœur et ils le sentent. Et ça, c'est une expérience. Voilà. Que tous mes patients vivent à la fin d'une séance en libération holographique du cœur péricarde. Est-ce que j'ai répondu à les questions? Tout à fait. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant à découvrir. Donc on en reparlera après-demain. Autre chose? Alors, il y a une dernière question qui vient d'arriver. Jeanne qui dit « Comment puis-je traiter les angoisses qui me rongent de l'intérieur ?» Mais bien sûr, ça, tu en as déjà parlé, tu vas peut-être en reparler encore. Bon, alors, on va répondre à cette question puisqu'il y a un besoin précis. Je ne vais pas m'occuper de débarrasser l'angoisse, je vais m'occuper de la reconnecter à la joie, à l'amour et à la paix qu'elle est. L'angoisse, c'est simplement l'expression du fait qu'on est très loin de soi, très loin de son âme, très loin de la peur, de la paix et de la joie que nous sommes. Or, quand on reconnecte les cellules au champ de conscience, on reconnecte les cellules à l'âme, qui est l'amour, la paix et la joie. Ce qui fait que si au début de la séance, on ne sent pas l'âme que nous sommes, l'amour, la paix et la joie, donc ne pas sentir l'amour, la paix et la joie, c'est quand même très désagréable. On appelle ça le mal-être, on appelle ça l'angoisse, on appelle ça la dépression, comme vous voulez. Et à la fin de la séance, vous sentez votre âme, donc vous sentez l'âme, la paix et la joie que vous êtes. Vous retrouvez la joie de vivre, vous retrouvez la paix et rien n'a changé dans votre entourage. C'est une joie, une paix qui ne dépendent pas de l'extérieur, mais qui sont à l'intérieur, qui sont l'expression du contact avec son âme, avec le champ de conscience. D'autres vont dire avec Dieu, c'est la même chose. D'autres vont dire avec le champ du vide quantique. C'est la même chose. D'accord. Ouais. Super, bah merci, on peut continuer. Ça a répondu? Voilà. Ça marche. Alors, on continue. Alors, une fois qu'on continue notre protocole de toucher, je vous rappelle que on a commencé par le centrage pour relier les mains au cœur et le cœur au ciel et à la terre. Ensuite, on s'est mis en cohérence cardiaque. La troisième, on a amené notre conscience dans nos mains. Et une fois que notre conscience est dans notre main, ce qu'on voudrait, c'est on va appeler ce que nous souhaitons observer et ce sur quoi nous allons agir. Et c'est ce que j'appelle le numéro de téléphone. Donc, je peux décider, quand je mets mes mains sur un corps, quel organe je vais appeler, du moins quel est le champ morphogénétique de quel organe je vais appeler, ou de quel os, ou de quel autre tissu. Je peux même appeler des points d'acupuncture. Et donc, ces champs morphogénétiques se déplacent et viennent toucher la conscience qui est dans ma main.
Donc, j'appelle le champ choisi et ce champ se déplace et vient vers mes mains. Donc, par exemple, pour le poumon, je peux appeler le poumon, je peux mettre mes mains sur le lobe supérieur droit, mais je peux appeler dans mes mains que les bronches, ou que les alvéoles, ou que la plèvre, ou que des choses comme ça. Donc, c'est moi qui choisis l'information. Ça, c'est un autre attribut de la conscience, c'est qu'on peut faire ça avec la conscience, et c'est quand même drôlement pratique. Bon, une fois que j'ai fait mon numéro de téléphone et que j'ai appelé la partie que je souhaite sentir, eh bien, je sens ce champ morphologique. Par exemple, je veux sentir le foie. Donc, j'appelle le champ morphogétique du foie dans mes mains. Je sens ce champ morphogétique du foie qui vient coller à ma conscience qui est dans mes mains. Et donc, je vais moi-même, avec ma conscience, rajouter de la colle pour être sûr que il y a une unité entre moi et le champ morphogénétique que je souhaite observer. Donc, ça appelle ça la colle. Je n'ai pas trouvé d'autres termes. Je trouve que c'est bien collant. Mais une fois que le champ morphogénétique est venu coller ma conscience et qu'avec ma conscience, j'ai collé le champ morphogénétique et qu'il y a une bonne colle, eh bien, je vais avoir une intention bienveillante avec mes mains. Je vais être dans la présence. Est-ce que ça me plaît le toucher de ce champ morphogénétique? Je vais venir dans la sensualité. Est-ce que c'est agréable à sentir? Est-ce que c'est du plaisir? Et donc, c'est vrai que si ce champ sent de la part du thérapeute une certaine sensualité, un certain plaisir, c'est quand même plus agréable. Et je rappelle que, en fait, je considère les cellules comme des huîtres, je ne sais pas si vous vous rappelez, et qu'une huître normale, quand on la pique, elle se ferme, et quand on l'aime, elle s'ouvre. Et donc, c'est vrai que l'aspect aimant est bienveillant. Je demande souvent à mes élèves, est-ce que vous avez une intention bienveillante dans vos mains? Mais en plus, est-ce que vous pensez que la personne que vous touchez reçoit et soit consciente de votre intention bienveillante? Et ça oblige les gens à avoir une intention extrêmement précise. Et là, effectivement, on réunit les conditions qui vont faire qu'on va devenir efficace. Alors, une fois que nous avons mis l'intention aimante et bienveillante, eh bien, et une fois que nous collons, je vous expliquais que le champ morphogénétique avait un mouvement. Et donc, la chose la plus importante, et j'avais expliqué aussi que si l'huître se fermait, c'est qu'on lui avait manqué de respect, qu'on l'avait piqué, et que c'est pas en piquant et en manquant de respect à l'huître qu'on va l'aider à s'ouvrir. Et donc, la règle numéro 1 de cette méthode, c'est le respect. Eh bien, quand vous collez un champ morphogénétique qui a un mouvement, si vous voulez le respecter, vous suivez son mouvement, mais vous n'imposez pas votre mouvement ou votre volonté au mouvement du champ morphogénétique. Autrement dit, est-ce que vous êtes capable d'observer sans interagir sur la conscience que vous observez? Et donc, simplement, puisque une fois que ça colle, mes mains sont entraînées dans une danse et mes mains doivent rester passives. Autrement dit, mes mains, si on est dans une danse, sont la cavalière. Alors que le champ morphogénétique est le cavalier, c'est lui qui donne le mouvement et c'est pas mes mains et c'est pas ma volonté. Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Ça demande un petit entraînement parce que si vous êtes un homme et que vous avez été habitué dans une danse à guider votre cavalière, eh bien, si du jour au lendemain, on vous demande d'être une cavalière et de vous laisser guider par l'autre, ça va pas être évident. Donc, c'est une petite difficulté qui est très vite surmontée dès qu'on s'entraîne un petit peu. Et donc, c'est une manière ça veut dire se synchroniser, c'est-à-dire accepter de suivre les mouvements du champ morphogénétique dans leur amplitude et dans leur fréquence. On n'impose ni une fréquence ni une amplitude, mais on suit la fréquence et l'amplitude du champ morphogénétique. Voilà encore la 7e condition. Et donc, quand on vibre à la même fréquence que les cellules, en quelque sorte, les physiciens appellent ça un phénomène de résonance. C'est-à-dire, on est en ce qu'on appelle en physique quantique de 2e quantification une cohérence de phase. Ça veut dire qu'on vibre sur la même longueur d'onde.
je ne sais pas si vous avez déjà joué avec des talkie-walkie quand vous étiez enfant, mais il fallait être sur la bonne longueur d'onde pour pouvoir communiquer. Si vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde, ça passait pas. Donc, être sur la même longueur d'onde du champ morphogétique, c'est être sur la même fréquence et sur les mêmes amplitudes. Et c'est pour ça que là, on est dans un toucher qui est complètement passif. C'est pas ce qu'on nous a appris en Occident, à être passif. Hein. Alors, une fois qu'on arrive à observer la réalité du champ, plutôt que d'imposer notre réalité au champ, on va peut-être pouvoir en déduire des informations. Alors, je reviens. Pourquoi est-ce que j'insiste beaucoup sur la colle, l'amour et la synchronisation, ces trois dernières choses? Parce que quand vous faites ça, vous obtenez ce que les physiciens appellent un couplage de résonance. Et quand vous êtes dans un couplage de résonance, ça veut dire que vous êtes un avec le champ de conscience que vous souhaitez traiter. Et donc, quand vous créez cette unité, il y a un accroissement, et ça, c'est un constat de la physique. Vous avez un accroissement de l'intensité de l'interaction, et ça réveille aussi l'amour, justement, des mémoires d'harmonie. Il faut savoir que les cellules, elles ont été conçues dans l'amour, par l'amour, et donc dans la perfection. Autrement dit, si vous donnez de l'amour à ces cellules, ça va réveiller la mémoire de ce qui s'est passé quand elles ont été conçues. Elles vont se rappeler c'est quoi la perfection, c'est quoi l'harmonie dans laquelle j'ai été créé, et du coup, grâce à ça, elle va pouvoir s'harmoniser et se remettre dans cette harmonie. Voilà. Donc, c'est pas pour rien que tout ce protocole a l'air un peu compliqué, mais c'est pour des raisons extrêmement précises. Donc, une fois que on est dans cette danse passive, on va pouvoir observer finalement l'amplitude et la fréquence des mouvements du champ morphogénétique. Donc là, on va pouvoir en conclure, c'est des petites amplitudes que le champ morphogénétique ou les âmes cellulaires se sont rétractées parce qu'elles ont été agressées et donc elles ont besoin qu'on les aide à s'épanouir. Et à ce moment-là, si on constate qu'il y a des petites amplitudes, ça veut dire et s'il y a besoin, on va donc intervenir pour harmoniser. Et si on constate qu'il y a des grandes amplitudes, ben c'est pas la peine de perdre du temps. On va passer à la suite. Ceci dit, pour être un peu plus précis, c'est pas 0 ou 1, c'est pas une petite ou une grande amplitude, mais il y a tous les intermédiaires entre petit et grand. Et donc, rencontrer des champs morphogénétiques qui ont une amplitude maximum, c'est relativement rare. Elles peuvent avoir une bonne amplitude, mais pas leur amplitude maximum. Ce qui fait que finalement, j'interviens sur pratiquement tous les champs morphogénétiques, parce que mon but, c'est pas de ramener les gens à un à peu près bien-être, mais c'est de les amener au maximum de bien-être possible. Donc, une fois que on a senti que le champ morphogénétique avait un besoin, eh bien, on va agir, on va rentrer dans cette action harmonisatrice. Et comme, rappelez-vous, on colle le champ, c'est un petit peu comme si vous aviez un ballon entre les mains, mais que vous mettiez de la super-glue entre les mains et le ballon. Ben, une fois que vous collez au ballon, si vous écartez les mains, ben, vous étirez le ballon. Je parle des ballons en caoutchouc, vous savez. Et donc, c'est parce qu'il y a de la colle que ça étire. Autrement dit, coller le champ morphogénétique est une intention. Si vous maintenez l'intention de coller quand vous écartez les mains, ben, le ballon grandit. Mais si vous oubliez de coller quand vous tirez, quand vous écartez les mains, ben, le ballon ne grandit pas. Tout simplement parce que vous avez arrêté la colle. Donc, vous voyez l'intention, je faisais allusion au jet d'eau dans les conférences précédentes, c'est pas une flèche et un arc et on lâche la flèche et la flèche est partie, on peut se frotter les mains. Non, 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 c'est je maintiens le jet d'eau dans la cible. C'est-à-dire, mon intention, jet d'eau, c'est de coller, donc je maintiens la colle pendant que j'étire. Et donc, il y a en même temps deux intentions. Première intention, la colle. Deuxième intention, l'étirement du champ morphogénétique. Donc, rappelez-vous qu'Einstein disait seul le champ gouverne la particule. Si j'étire le champ, eh bien, le fait que le champ se rallonge, ça va provoquer le rallongement de la cellule physique, de la matière. Et donc, je danse cette fois-ci activement avec le champ morphogénétique
je l'étire à chaque mouvement, je l'étire un peu plus et je sens qu'il grandit. Et quand je trouve que l'amplitude est suffisante, on est arrivé au maximum de l'amplitude, je peux arrêter parce que j'ai l'intention de sentir l'augmentation de l'amplitude. Donc, je vais me concentrer un peu plus pour sentir si l'amplitude augmente. Voilà. Et donc, ouais, on va passer sur les détails. Et à ce moment-là, quand vous faites cette danse active, si vous voulez que ça aille encore plus vite et que ce soit plus puissant et plus rapide, c'est à ce moment-là que vous rajoutez l'intention par la pensée, le verbe et la visualisation. Donc, si vous voulez, par la pensée, vous allez demander au chant d'augmenter l'amplitude de ses mouvements et de son volume jusqu'à l'idéal, et vous allez demander au chant de se synchroniser ses mouvements à la fréquence qui est idéale. Donc ça, vous avez ajouté l'intention par la pensée, puis vous ajoutez l'intention par le verbe, et là vous allez dire une prière que je vais vous apprendre tout à l'heure, et vous ajoutez l'intention par la visualisation, et je vais vous expliquer ce qu'il y a à visualiser. Et quand vous avez réuni toutes ces intentions en même temps, ça va très vite et le résultat arrive très rapidement. Et comme vous êtes toujours en feedback, c'est-à-dire vous êtes toujours dans le ressenti, vous évaluez les amplitudes et les volumes, et dès que vous avez obtenu ce que vous souhaitez, vous pouvez arrêter. Voilà en gros comment on agit avec la LHCP. Ça fait quand même pas mal de choses. Si on résume, ça en fait des intentions. Cohérence cardiaque, relier ses mains au ciel, à la terre et au cœur. Et ensuite, amener la conscience dans ses mains. Il faut maintenir la conscience dans ses mains parce que si elle remonte, ça marche plus. Une fois que la conscience est dans les mains, il faut maintenir et il faut faire le numéro de téléphone pour savoir qu'est-ce qu'on veut appeler. Une fois qu'on a reçu, ben on colle. Il faut maintenir la colle. Il faut avoir l'intention d'aimer. Il faut avoir des mains qui soient dans le respect et qui écoutent la réalité. Puis des mains qui interviennent dans une danse active. Puis on rajoute la pensée, le verbe, la visualisation. Vous voyez que c'est quand même tout un art, mais c'est un art qui paraît quand même compliqué, comme je vous l'explique, mais si vous venez dans un stage, vous allez voir, ça c'est très facile, ça se fait très rapidement. Voilà. Donc, vous avez compris que puisqu'on a réussi à étirer le champ de conscience, eh bien, le volume cellulaire augmente et les tissus se rallongent. Voilà. Alors, il y a une question d'Arthur. Est-ce qu'on peut la prendre? Je t'en prie, vas-y, tout à fait. Qui nous dit « Bonsoir, quand vous avez un corps complètement bloqué, surtout par les muscles ou chaînes musculaires, où allez-vous agir sur le corps? C'est différent d'un problème d'un poumon seul, par exemple. Merci. » Alors, je recommence. Je l'ai déjà dit, mais vous voyez, ce que je dis par rapport à la physique quantique est tellement étrange que ça a du mal à pénétrer les consciences. On est dans le non local. Hein, tu peux me répéter la question exacte que je puisse répondre plus exactement? Quand vous avez un corps complètement bloqué, surtout par les muscles ou chaînes musculaires, où allez-vous agir sur le corps? Bien. Alors, la réponse, c'est partout. Et je vais expliquer pourquoi dans la conférence de demain, parce que le corps est un hologramme et qu'il obéit aux lois de l'holographie et non pas aux lois de la mécanique d'Isaac Newton. Quand on est dans la matière, on pense que le corps est une mécanique qui obéit aux lois de la mécanique, ce qui est faux. Donc, les nouvelles sciences ont démontré que le corps était une image holographique de la conscience et que si le corps est un hologramme, il obéit aux lois de l'holographie, c'est-à-dire que dans chaque point de l'image, vous avez toute l'image, eh bien, chaque point du corps exprime tout le corps et non pas ce point-là. Par exemple, si j'ai un blocage d'épaule, ce blocage d'épaule n'est pas un blocage d'épaule, ça c'est la vision matérialiste, hein, qui justifierait qu'on soit spécialiste de l'épaule, mais en fait, si le corps est un hologramme, le blocage d'épaule exprime tous les blocages partout dans le corps. Donc, si je veux débloquer l'épaule, je suis obligé de traiter le corps tout entier, et ça sera exactement le thème de la conférence de demain soir. Oui, en fait, demain, on a un direct, comme je vous ai dit, à 20h, comme ce soir, et après-demain aussi. Comme ça, on va aller jusqu'au bout et vous allez avoir des informations très intéressantes chaque soir. Voilà.
Donc, voilà. Autre Donc, question? pour le moment, ça va. Enfin, il y a une personne, Virginie, qui nous dit, est-ce que c'est comme le Reiki? Le Reiki, c'est autre chose. Non, on ne peut pas comparer ce que je fais avec le Reiki. Après, vous pouvez aller sur le site de Jean-Pierre pour découvrir. Il y a une vidéo, enfin, il y a des choses très précises. Vous pouvez voir comment se déroule une consultation et vous allez voir que c'est quand même des choses différentes. Voilà. Visuellement. Voilà. Alors, on continue un petit peu. Il est déjà 21h. Est-ce que tu veux encore ajouter quelques diapos? Ah oui, oui, tout à fait. D'accord. Donc, simplement, si vous voulez savoir comment, là, je vous ai expliqué le toucher quantique basique que j'apprends à tous mes élèves. Mais après, donc, j'aide mes élèves à évoluer dans le toucher quantique parce qu'on peut aller beaucoup plus loin que ça et accéder à une réalité complètement autre. Et notamment, dans le fait qu'il y a une puissance supérieure qui peut agir à travers nos mains. Et donc, à ce moment-là, ça dépend de notre foi. Et donc, je voudrais parler de foi deux petites secondes pour pouvoir montrer comment on peut, en venant à un stage de libération holographique du cœur péricarde, travailler sur la foi. Alors, d'un plan, si on veut parler de foi, eh bien, il faut savoir que la foi, ce n'est pas du tout le credo que nous connaissons, nous, catholiques, parce que le credo, c'est quoi? C'est la crédulité. On nous demande de croire à des choses qu'on n'a pas vues ni vérifiées. Et ça s'appelle de la crédulité. Eh bien, en fait, la foi vient du mot grec pistis, hein, et donc on va regarder qu'est-ce que ça veut dire la foi selon le grec pistis. Et donc ça me rappelle un petit peu quelques paroles du Christ. Alors il leur toucha les yeux en disant qu'il vous soit fait selon votre foi. De quoi parle-t-il quand il parle de la foi? Je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous semblerait impossible. De quelle foi parle-t-il? Eh bien, il parle de la foi pistis et non pas du credo. Qu'est-ce que c'est que la foi pistis? Alors, il faut que j'y arrive. Donc là, vous avez exactement la définition, mais je vais survoler ça. La foi, l'espoir, l'amour, la confiance, le crédit, ça c'est en commerce. Quand on dit qu'on a la foi en quelqu'un, ça veut dire qu'on peut lui faire confiance, qu'on peut éventuellement lui accorder un crédit. Il y a aussi ce qui fait foi, en gage de foi, un serment, l'engagement et le pacte, et le moyen d'inspirer confiance, de persuader par des preuves. Donc on voit bien que le credo, c'est croire ce qu'on n'a pas vu, et la foi, c'est au contraire se reposer sur des preuves pour croire. Donc on peut cultiver la foi par le toucher quantique, et donc tous mes élèves commencent par pratiquer le protocole de toucher quantique exactement comme je viens de l'expliquer, c'est-à-dire avec les 4 intentions, c'est-à-dire le toucher, la pensée, le verbe et la visualisation. Une fois qu'ils se sont bien entraînés à faire ça, ils peuvent s'amuser à retirer les étirements qu'on fait avec les mains, c'est-à-dire la main redevient passive plutôt que d'être active et de tirer sur le champ morphométrique. Pourquoi? Parce que si on retire l'étirement par le toucher, il va rester le toucher pour le ressenti uniquement, donc le toucher passif est dans le ressenti, et du coup c'est la pensée, le verbe et la visualisation qui vont agir. Et la main, elle est juste là pour sentir quel est l'impact de la pensée, du verbe et de la visualisation. Ils vont se rendre compte qu'à la limite, ça pourrait suffire et qu'il n'y aurait pas besoin de tirer dessus pour que ça se rallonge. Et ils vont prendre un peu plus confiance dans la capacité créatrice de leur pensée, de leur verbe et de leur visualisation. Puis quand ils ont bien confiance par rapport à ça, eh bien, on va laisser les mains juste pour sentir, mais on va utiliser que le verbe, c'est-à-dire que la prière. Et on va en parler bientôt de la prière et du verbe. Et donc, ils vont se rendre compte que la prière, elle suffit. Parce que leur main va sentir que l'amplitude va augmenter, que le volume va augmenter, etc. Et puis, le niveau le plus élevé au niveau du toucher quantique, à mon avis, c'est qu'on arrête d'avoir une intention. On arrête de prier, on arrête de dire, on arrête de visualiser, on arrête de penser, on arrête d'étirer par le toucher.
simplement le toucher, il sert à sentir ce qui se passe, eh bien, on se rend compte, au bout d'un certain temps, que même sans avoir fait de prière et sans avoir demandé à Dieu, eh bien, les choses s'harmonisent sous nos mains toutes seules. Autrement dit, cela agit à travers moi sans que j'ai besoin de demander que ça agisse à travers moi. Alors là, on est au niveau le plus élevé du toucher et je pense que c'est une chose qui est à cultiver parce que là, on se rend compte que quelque chose passe à travers de nous. Voilà. Alors maintenant, on va terminer quand même sur le toucher quantique et on va dire les avantages que ça a par rapport au toucher matérialiste. Donc, simplement, le principe du toucher quantique, c'est que au lieu de se servir du principe numéro 1 de la physique classique, qui s'est avéré faux, parce qu'on a des preuves maintenant que c'est pas juste, donc la physique classique repose sur le principe de l'existence de l'espace et du temps, eh bien, on se rend compte que la physique quantique, et si la physique classique se repose sur ce principe numéro 1 de l'existence de l'espace et du temps, elle le fait d'une manière non scientifique, puisque ça n'a pas été prouvé que le temps et l'espace existaient. Donc, elle se repose sur des hypothèses et non pas sur des choses prouvées et certaines. Par contre, la physique quantique, elle, a prouvé que l'espace et le temps n'existent pas. C'est ce qu'on appelle le 4e principe de la physique quantique et d'intrication ou de non-localité. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu la conférence sur la physique quantique, allez la voir. C'est les conférences que j'ai faites avec Gwénoline, que vous pouvez retrouver soit dans le site de Gwénoline, soit dans mon propre site. Et donc, si le fait qu'on soit dans le principe numéro 4 de la physique quantique, d'intrication et de non-localité, eh bien, ça fait qu'on peut sentir et agir à distance. Hein, et donc, voilà les avantages que ça va donner. Autrement dit, c'est parce qu'on a une approche plus juste de la réalité grâce à la physique quantique qui donne des preuves et qu'on se repose sur les principes de la physique quantique qu'on va découvrir le toucher quantique et qu'on va avoir des tas d'avantages qu'on n'a pas avec le toucher matérialiste. Donc en fait, le toucher matérialiste est très limité et le toucher quantique donne des possibilités immenses. Et voilà lesquelles. Donc plutôt que de déplacer ma main vers l'organe de matière, je fais venir le champ morphogénétique dans mes mains. Donc ça, c'est quand même intéressant, puisque du coup, là où ça devient intéressant, c'est que finalement, peu importe où je place les mains, l'important c'est où je pose ma conscience et non pas là où je pose mes mains. Ah, voilà qui est intéressant, parce que je peux très bien mettre ma main sur un tibia et sentir le cœur, ou mettre ma main sur le crâne et sentir la vessie. Donc, c'est pas l'endroit où on pose les mains qui est important, c'est l'endroit où on pose sa conscience, c'est-à-dire c'est le numéro de téléphone. C'est qu'est-ce que j'appelle comme organe dans mes mains. Alors, évidemment, ça a des gros avantages. Hein. Par exemple, quand un homme a un problème au niveau de la verge, c'est quand même intéressant de ne pas poser les mains sur la verge. Hein. Donc, on peut simplement faire venir le champ morphogénétique dans les épaules, par exemple, hein, ou etc. Alors, l'autre intérêt, c'est que ça, c'est valable quelle que soit la distance. Autrement dit, puisqu'on est dans le non local et que les distances n'existent pas, que la personne soit sous mes mains ou que la personne soit à 10 000 km de là, je fais venir son champ morphogénétique de la même manière, instantanément, dans mes mains. Donc, l'intérêt, c'est les soins à distance, pour sentir et pour agir, bien sûr. Et donc, c'est vrai que c'est quand même pratique parce que du coup, j'ai pas besoin de me fatiguer à me déplacer jusqu'à la personne, à déplacer mes mains jusqu'à son épaule. Hein. Je fais venir le champ morphogénétique dans mes mains. Et donc, j'ai l'habitude de raconter une petite histoire pour expliquer à quel point c'était intéressant. Si je suis très gourmand et très feignant, le dimanche matin, j'ai bien envie d'un croissant. Et du coup, si je suis dans le matérialisme, je suis obligé de sortir de mon pyjama, de m'habiller et d'aller chez le boulanger pour acheter un croissant. Ça, on est dans la vision matérialiste des choses. Mais si on est dans la vision quantique, plutôt que de faire tout ça, je prends mon petit téléphone portable et je demande au boulanger de me livrer les croissants, ce qui est beaucoup moins fatigant. Voilà l'intérêt
d'appeler le champ dans les mains plutôt que d'aller vers l'organe que nous souhaitons traiter. D'autre part, il y a un autre intérêt, c'est que je vais gagner du temps parce que si je mets mes mains, par exemple, sur le crâne, eh bien, si je veux aller sentir tous les os du crâne, à chaque fois que je vais changer d'os du crâne, je vais changer de position de main et je vais perdre un temps infini. Alors que si je laisse mes mains à l'endroit du crâne et que j'appelle tous les os, c'est-à-dire tous les champs morphogénétiques des os du crâne au même endroit, je n'ai pas besoin de déplacer ma main à chaque fois et je gagne un temps vraiment très important. Et donc, voilà, ça c'est un autre avantage. Et puis, il y a aussi autre chose, c'est que si je veux sentir le cerveau, le cœur, rappelez-vous que si je veux sentir par exemple le cœur et les artères coronaires, ben, entre mes doigts et l'artère coronaire, il y a le sternum et je ne peux pas sentir l'artère coronaire à cause du sternum. Et bien là, si j'appelle le champ morphogénétique de l'artère coronaire que je souhaite observer, ce champ morphogénétique va passer à travers les os et venir dans mes mains. Autrement dit, je vais pouvoir sentir et scanner chaque artère coronaire, chaque centimètre de chaque artère coronaire, et je vais pouvoir repérer là où elles sont serrées, les artères coronaires, c'est-à-dire là où il y a un risque d'infarctus du myocarde. Il faut savoir quand même que 75% de la population est concernée. Et donc, je vais pouvoir non seulement observer et voir là où est le problème, mais je vais pouvoir intervenir pour que les cellules augmentent de volume, que le diamètre des coronaires augmente et que le risque d'infarctus disparaisse. Donc voilà qui est intéressant. Je vais pouvoir aller dans chaque région du cerveau. À travers le crâne, je vais appeler par exemple l'épiphyse. Il faut savoir que l'épiphyse est en plein milieu du cerveau et donc c'est très difficile de la sentir avec le toucher matérialiste, c'est impossible de le sentir. Alors que je vais appeler le champ morphogénétique de l'épiphyse et qui va venir se coller à mes doigts et je vais le sentir. Et donc, il y a aussi un autre truc, c'est que avec ce toucher quantique, je vais pouvoir recevoir des champs morphogénétiques qui correspondent à des choses qui n'existent pas sur le plan physique. Par exemple, je me rappelle, j'ai une amie qui est chamane et qui m'a demandé un soin un jour, et je lui ai dit, tiens, toi, tu as un ovaire gauche qui est, l'ovaire gauche est complètement rétracté. Et donc, elle me dit, tu rigoles, on m'a retiré l'ovaire gauche il y a déjà une dizaine d'années. Alors, je lui ai dit, effectivement, on t'a retiré l'organe physique ovaire, mais on n'a pas retiré le champ morphogénétique. Or, c'est la rétraction du champ morphogénétique qui a créé le problème de l'ovaire gauche. Et c'est pour ça que l'ovaire gauche physique a été retiré. Mais ça n'empêche que l'ovaire gauche physique a été retiré, mais que le champ morphogénétique de l'ovaire gauche est toujours rétracté, qu'il y a toujours un problème. Et cette femme avait une hanche gauche qui était bloquée, extrêmement bloquée, tellement bloquée que la pression était tellement importante et la vitesse d'usure du cartilage tellement rapide qu'elle devait avoir une prothèse de hanche dans l'année qui suivait. Or, j'ai traité le champ morphogénétique de cet ovaire qui n'existait plus sur le plan physique. Du coup, j'ai obtenu le résultat que je souhaitais et comme par enchantement, ça a complètement débloqué sa hanche, elle n'a pas eu de prothèse de hanche. Puis je reviens à un autre exemple, par exemple. La première fois que j'ai découvert ça m'a un peu surpris parce que j'étais encore un pied dans la matière, dans le matérialisme. Et puis maintenant, je trouve ça tout à fait normal. Mais quand Einstein dit seul le champ gouverne la particule, si vous mettez derrière le champ l'âme et derrière la particule la matière, c'est-à-dire la cellule, eh bien l'âme gouverne la cellule. Vous changez l'âme, la cellule change. Mais si vous raisonnez en tant qu'âme, c'est parce que j'agis sur l'âme que j'ai un résultat sur le plan du corps physique. Mais réfléchissons bien, si j'agis sur l'âme d'une femme, eh bien, peut-être que son corps physique de matière n'a que les attributs sexuels féminins, mais son âme, qui a habité plusieurs corps d'hommes et de femmes, possède tous les attributs sexuels. Et du coup, ça m'est arrivé un jour et ça m'arrive très fréquemment de tomber sur des prostates, sur des champs morphogénétiques prostates rétractés. Donc, je sais bien que les femmes n'ont pas de prostate physique, j'ai fait de l'anatomie, mais elles avaient un champ morphogénétique prostate rétracté.
Eh bien, quand je demande à ces femmes, est-ce que vous vous levez la nuit pour aller uriner? Elles me répondent toutes oui. Autrement dit, elles avaient un syndrome prostatique. Parce qu'il faut savoir qu'une femme ne doit jamais se lever la nuit pour aller uriner, même si elle boit des hectolitres de tisane. Si elle se lève la nuit pour aller uriner, c'est qu'elle a un problème de prostate. Et donc, j'ai la preuve par 9, puisque je traitais la prostate de ces femmes et que la séance d'après, elles venaient me voir en me disant « c'est quand même drôlement pratique, je me lève plus la nuit pour uriner ». Et en plus, ces femmes qui avaient des hanches bloquées, quand je soignais leur prostate, ça débloquait les hanches physiques. Et donc, ça évitait les prothèses de hanches. Voilà un autre avantage du toucher quantique. Et effectivement, d'un point de vue matérialiste, je comprends parfaitement que si je dis que je soigne les prostates de femmes, on va me prendre pour un fou. Vu du côté matérialiste, c'est quelque chose qui est complètement fou. Mais vu du côté de la physique quantique, c'est quelque chose qui est parfaitement normal. Donc, qu'est-ce que vous avez comme référentiel? Or, sachez que le référentiel matérialiste est faux et que le référentiel quantique est juste. Qui est le plus fou? Alors, autre chose qui est vraiment intéressant avec ce toucher quantique, c'est qu'on peut faire grandir le champ, on peut lui faire changer de taille. Et par exemple, quand vous faites de l'ostéopathie et que vous testez les vertèbres de matière, il faut savoir qu'une vertèbre de matière, ça a des micro-mouvements et que ces micro-mouvements sont d'amplitude tellement petite qu'il faut un très bon ressenti pour les sentir. Or, les ostéopathes doivent sentir ces micro-mouvements parce que d'après ce ressenti, ils vont pouvoir déterminer le sens de la lésion de la vertèbre. Est-ce que la vertèbre s'est mise en luxation vers l'arrière ou vers l'avant, vers la gauche ou vers la droite? Et le principe de l'ostéopathie, c'est que si la vertèbre est en luxation en arrière, ben, il faut la ramener en avant. Autrement dit, l'ostéopathe doit bien sentir pour faire un bon diagnostic. Si le diagnostic est correct, si la vertèbre est vraiment en arrière, qui va faire une correction pour la ramener en avant, ça va être juste. Et donc, il va améliorer sa patiente. Mais imaginez que l'ostéopathe ait un mauvais ressenti et que la vertèbre ne soit pas en arrière, mais qu'il le pense. Eh bien, il va pousser la vertèbre en avant, même si elle n'est pas en arrière. Et il va créer une lésion ostéopathique parce que simplement, il a un ressenti qui n'est pas excellent. Et donc, pourquoi? Parce que la vertèbre, c'est petit, parce que les micro-mouvements sont tout petits. Eh bien, j'ai pour coutume, moi, de mettre mes doigts de chaque côté des épaules. Ça fait au moins 50 cm. Et donc, j'appelle le champ morphogétique de la vertèbre qui va grandir jusqu'à ce qu'il rencontre mes doigts qui sont de chaque côté des épaules. Autrement dit, le champ morphogétique va avoir une taille qui va être 100 fois plus grande. Et comme je sens le mouvement du champ morphogénétique, parce que ce que les ostéopathes appellent le MRP, et ils pensent que ça vient des cellules de Nanné Broglie qui se contractent et qui se relâchent, eh bien non, en fait, les micro-mouvements, c'est les micro-mouvements de l'âme, c'est-à-dire du champ morphogénétique. Donc, je sens, si je fais grandir la vertèbre jusqu'à ce qu'elle soit 100 fois plus grande, ça veut dire que les mouvements sont 100 fois plus amples et 100 fois plus faciles à sentir, et ça veut dire qu'on peut plus se tromper en faisant un diagnostic. Et grâce à ça, j'ai pu déterminer, puisque grâce à ce toucher quantique et que je peux faire grossir les choses et que je peux mieux sentir, j'ai senti grâce à ça que les vertèbres sacrées n'étaient pas soudées comme le pensent la plupart des ostéopathes, mais qu'elles peuvent être en lésion les unes par rapport aux autres. Et du coup, grâce à ce senti, j'ai pu déterminer quelles étaient les lésions et j'ai pu harmoniser les vertèbres sacrées et les vertèbres coccygiennes. Parce que les vertèbres coccygiennes également peuvent être en lésion les unes par rapport aux autres. Alors ça, c'est une des découvertes que j'ai faites grâce à ce toucher quantique qui fait que j'augmente beaucoup d'efficacité en termes d'ostéopathie. Alors donc, par exemple, il faut savoir qu'une femme qui a un vagin très contracté, donc il faut savoir la faire relâcher son vagin. Mais si on ne sait pas que ce vagin est contracté parce que la troisième vertèbre sacrée est en lésion ostéopathique, eh bien, on ne va traiter que le vagin et on va le faire lâcher. Et comme la troisième vertèbre sacrée est toujours en lésion, le vagin va se recontracter. Bon, après, j'ai constaté, sachant que les vertèbres sacrées étaient en lésion, que j'ai essayé, je me suis dit, et si je remettais la troisième vertèbre sacrée en place, est-ce que ça ferait lâcher le vagin? Ben oui, mais qu'un petit peu. Et donc, pour que ça marche vraiment, il faut en même temps faire lâcher le vagin et en même temps faire lâcher, harmoniser la troisième vertèbre sacrée. Et là, ça tient. On a un résultat qui est vraiment spectaculaire. Bon, c'est valable pour
chaque vertèbre sacrée qui va correspondre à chaque organe du petit bassin. Et donc, grâce à cette découverte, je peux rendre des services au niveau du petit bassin que beaucoup ne peuvent pas rendre. Et puis, je disais tout à l'heure qu'on parlait de la question du poumon. Eh bien, je peux prendre le lobe supérieur droit, par exemple, et je ne peux n'appeler que les valves, que les bronchioles ou que les alvéoles, ou je ne peux appeler que les capillaires. Et donc, je vais savoir si c'est plutôt les capillaires, plutôt les alvéoles, plutôt les bronchioles, plutôt les bronches qui sont en rétraction. Et je vais pouvoir intervenir et cibler beaucoup plus sur les choses qui ont vraiment besoin. Voilà un autre aspect du toucher quantique. Et en plus, avec ce toucher quantique, je vais pouvoir appeler les points d'acupuncture et je vais pouvoir sentir le niveau de liberté des points d'acupuncture et le niveau des points Poyet, qui sont des points d'acupuncture qui ont un impact sur l'ostéopathie qui est extraordinaire. Et donc, je vais avoir un impact sur l'ostéopathie très important par l'intermédiaire des points de Poyet. Mais pas de la manière dont Poyet les faisait, mais simplement d'une manière quantique, c'est-à-dire je vais appeler les points dans mes mains et je vais sentir s'ils ont besoin d'être libérés ou pas. Et je vais pouvoir les libérer. Alors, j'ai plusieurs anecdotes par rapport à ça. Il faut savoir quand même que les points de Poyet, si vous avez les acupuncteurs, la plupart des acupuncteurs considèrent les points d'acupuncture comme des robinets qui servent à faire circuler l'énergie. Or, moi, je ne considère pas les points comme des robinets, je les considère comme des antennes. Une antenne, elle est faite pour vibrer. Elle fonctionne bien si elle vibre. Et si elle fonctionne bien et qu'elle vibre, eh bien, elle vibre en recevant des informations et elle vibre en émettant des informations. Autrement dit, l'antenne, ça sert à transmettre les informations entre le champ du vide quantique et les cellules. Et donc, quand il y a des hormones de stress, il y a des points d'acupuncture, c'est des antennes qui s'arrêtent de vibrer. Et du coup, quand l'antenne est engluée, elle ne peut plus ni vibrer, ni émettre, ni recevoir d'informations. Du coup, l'information ne circule pas. Et du coup, c'est les problèmes de santé et le mal-être. Et donc j'agis pour libérer les antennes, les points d'acupuncture, et permettre à l'information de circuler à nouveau. Et à ce moment-là, les cellules reçoivent le mode d'emploi et fonctionnent parfaitement. Voilà. Et puis, donc, il faut savoir qu'il y a des points Poyet qui sont extrêmement intéressants dans la mesure où quand ils ne vibrent pas, ça correspond à une quinzaine, à une cinquantaine, entre 15 et 50 os qui sont en lésion ostéopathique. Et quand on relance la bonne vibration du bon point Poyet, eh bien, on va résoudre en une fraction de seconde plus d'une vingtaine de lésions ostéopathiques. Donc, ça va nous permettre d'aller beaucoup plus vite et d'être global. Et on va voir que demain soir, c'est important d'être holistique et de tout faire dans le corps en une seule séance. Et donc, je vais pouvoir agir sur les points de Poyet. Mais vous voyez, revenons à l'ostéopathie. Je vais pouvoir effectivement appeler un os, une vertèbre, et m'occuper du champ morphogénétique de la vertèbre. Et quand le champ morphogénétique de la vertèbre est réharmonisé, comme par enchantement, la lésion ostéopathique a disparu. Pourtant, je n'ai pas fait de diagnostic ostéopathique, je n'ai pas cherché dans quel sens était la lésion, et je n'ai pas cherché à corriger le sens de la lésion, c'est-à-dire, si la vertèbre était en arrière, je devais faire le diagnostic que la vertèbre était trop en arrière, et ensuite, je devais faire l'harmonisation, ramener la vertèbre en avant. Mais quand je vous ai expliqué, il y a des erreurs. Quand on ne sent pas bien, on fait des erreurs dans le diagnostic et l'erreur de diagnostic aboutit à une erreur de traitement. Mais regardez, je vais parler du verbe, peut-être pas ce soir, mais demain, mais si je me sers du verbe, c'est-à-dire la commande vocale, je ne vais pas dire à la vertèbre « reviens en avant » parce que là, je serai autoritaire et je risque de me tromper. Je vais dire à la vertèbre « reviens à ta place ». Je ne sais pas si vous voyez l'astuce, c'est que là, je ne peux plus me tromper. Alors que les ostéopathes se trompent parce qu'ils sont dans la matière. Eh bien, moi, parce que je suis dans la physique quantique, parce que je vais me servir du toucher quantique et parce que je vais me servir du verbe, je vais faire en sorte que de ne jamais me tromper. Et l'autre avantage, c'est que mes élèves non plus ne se trompent pas. C'est-à-dire que quand ils font des stages, au lieu de se bricoler et de se détruire, eh bien, à la fin du stage, ils sont en pleine forme parce qu'ils ne se sont pas trompés une seule fois dans tout le week-end. Voilà.
J'ai quelques questions avant de terminer. Je crois que ce toucher quantique était tellement important que c'était bien qu'on Oui, c'est très bien. T'en es où là? Alors là, après, j'ai le verbe. Alors peut-être le verbe, on pourra le faire. Parce que sinon, tu vois, ça va être un peu trop indigeste. On est à 1h30. Il faut que les gens puissent… La présentation de l'heure, on enchaîne directement sur le verbe. D'accord. Donc, je te propose de prendre quelques questions. Okay. Il y a une personne qui demandait si c'était un petit peu comme du magnétisme, ce que tu proposais. Parce qu'ils essayent de comprendre ce que tu proposes, même si on comprend de plus en plus. Et les gens ont déjà des expériences, tu vois, magnétisme, guérisseur, donc ils essayent de savoir si ça se rapproche. Bon, alors, si tu veux, pour comprendre la différence entre le magnétisme et ce que je fais, il faut comprendre la différence entre l'énergétique et l'informationnel. Donc, si on fait de la physique quantique et qu'on commence à comprendre la réalité, on sait que la médecine peut intervenir à 3 niveaux. Premier niveau, c'est la matière. Ça, c'est la mécanique des forces de Newton et c'est la chimie. Deuxième niveau, on l'a vu dans les conférences précédentes, c'est le niveau énergétique, c'est-à-dire des fréquences. Vous savez, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait parlé de médecine quantique, qui n'était pas une médecine quantique d'ailleurs, puisque c'était les machines qui agissaient sur la résonance, c'est-à-dire qui amenaient chaque cellule à retrouver sa fréquence pour pouvoir communiquer. Et donc, quand on utilise des fréquences, ça s'appelle une médecine énergétique. Mais si on veut parler de médecine quantique réellement, il faut être dans l'informationnel. Et là, on tombait sur les machines de la biophotonique parce qu'on se servait de l'onde électromagnétique comme support d'information. Et rappelez-vous qu'on pouvait mettre sur des ondes électromagnétiques, par exemple, un code génétique de canard, et on envoyait les ondes électromagnétiques sur des œufs de poule et les poussins qui sortaient avec la tête plate et les pieds palmés. Donc, moi, j'agis à un niveau informationnel, alors que le magnétisme, à mon avis, agit à un niveau énergétique. Donc, on est purement dans les vibrations avec cette première médecine, et moi, je suis dans l'information. Voilà, c'est ça la différence. Voilà. C'est une des différences. C'est une différence fondamentale. Donc, on a Virginie qui nous dit qu'il faut connaître l'anatomie du corps avec précision pour pratiquer ça, finalement. Bien, justement, non. Grâce au toucher quantique. Exemple. Je disais tout à l'heure, si je veux être ostéopathe crânien, j'ai intérêt à travailler de nombreuses années pour apprendre l'anatomie du crâne, pour savoir où est chaque os, où je dois mettre mes mains pour chaque os, comment je dois corriger pour chaque os, etc. Donc, c'est très, très long. Mais là, avec ma méthode, je mets mes mains sur les temporaux, où je pourrais les mettre ailleurs, mais j'aime bien les mettre sur les temporaux et avoir l'oreille entre le 3e et le 4e doigt. Donc, la prise normale pour ressentir les os temporaux. Mais je fais venir le champ morphogénétique de chaque os du crâne dans mes doigts sans les bouger. Donc, j'ai pas besoin de savoir l'anatomie, la forme des os, où ils sont, etc., puisque je les fais venir. Pour les vertèbres, je mets mes doigts sur les épaules et je fais venir chaque vertèbre, quelle qu'elle soit, dans mes doigts qui est au niveau des épaules. Autrement dit, j'ai pas besoin de savoir où est la 5e lombaire. Je l'appelle et elle arrive. Alors, à quoi ça sert de savoir où est la 5e lombaire? Et c'est grâce à ça que vous pouvez être extrêmement précis au niveau des soins sans avoir à vous envoyer toute l'anatomie. Ceci dit, l'anatomie n'est pas nécessaire, mais je la conseille quand même parce que, par exemple, avoir un schéma d'anatomie d'un organe sain, ça vous permet de passer par un autre canal que j'appelle la visualisation, parce que si vous visualisez un organe sain, eh bien, vous allez guérir l'organe qui est malade, simplement parce que vous visualisez un organe sain. Mais ça, j'en parlerai un petit peu plus tard. Quand on aura fini le toucher quantique, on va faire le verbe, et quand on aura fini le verbe, on va faire la visualisation.
D'accord, donc ça c'est un très beau programme. Donc une autre question de JCM qui dit « Douleur pelvienne périodique atroce depuis plus de 5 ans ». Alors attends, voilà. 3 jours après les règles, tous les examens n'ont rien décelé. Avez-vous une réponse? Tout à fait. Alors bon, il y a quelques années, j'étais avec une compagne qui avait des règles extrêmement douloureuses. Et donc, à cette époque-là, j'étais en train de chercher tout ce que je suis en train de vous expliquer là. Et c'était tellement douloureuse qu'elle envisageait d'aller aux urgences parce que c'était insupportable. Et en désespoir de cause, j'ai pris un schéma d'acupuncture et je me suis amusé pour la première fois à appeler des points d'acupuncture dans mes doigts en mettant mes doigts sur les épaules. Et j'ai pu sentir, c'est là que j'ai découvert justement qu'il y avait des points qui vibraient, qui avaient une grande amplitude, puis d'autres, quelque chose de rikiki. Et quand c'était rikiki, ça voulait dire que c'était fermé, que l'antenne ne vibrait pas, que le point d'acupuncture ne fonctionnait pas. Et donc, je me suis amusé à appeler tous les points d'acupuncture qui étaient dans la région du bassin, du petit bassin. Et donc, c'est là que j'ai repéré des points qui étaient très serrés. J'ai pu intervenir sur ces points de la même manière que j'interviens sur un os ou sur un organe. Et à ma grande stupéfaction, les points d'acupuncture se sont mis à vibrer normalement. Et à ma grande stupéfaction, quelques secondes après, cette compagne n'avait plus aucune douleur, alors qu'elle était vraiment au bord d'aller aux urgences tellement elle souffrait. C'est comme ça qu'effectivement, on a d'excellents résultats. D'accord. Bon, bah, merci pour le témoignage. Oui. Et donc, Tina, j'ai pas lutté contre les problèmes, j'ai simplement œuvré pour harmoniser les points d'acupuncture qui ne vibraient pas bien. Mais oui, c'est toujours ce que tu dis, c'est que tu ne t'occupes pas des problèmes, tu t'occupes d'harmoniser le corps en entier. On n'est pas que le petit doigt, on est le corps en entier. On l'a compris, ça. Oui, oui. Il y a Tinatine qui dit « Où sont les stages à Paris ?» Alors, il y a des stages qui commencent au mois de mai à Paris et donc les 3 premiers stages vont être à Paris et après, soit en fonction du nombre d'élèves que j'aurai, soit on continuera à Paris pour les autres, soit les stages 4, 5 et 6 vont être au Sable d'Olonne. Il va y avoir aussi une formation complète au Sable d'Olonne et une formation exceptionnelle dans les Pouilles au sud de l'Italie, dans un camp de nomades. C'est original, ça change. Voilà. D'accord. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur tes consultations, si tu en donnes en présence physique, à distance, si tu viens à Paris, où est-ce que tu es situé? Exactement. Déjà, vous pouvez aller sur mon site internet. Donc, sur mon site internet, vous verrez que je donne des consultations en Vendée, donc au Sable d'Olonne, à Paris et en Suisse. Donc, en Vendée toute l'année. En Suisse, c'est à Lausanne. À Paris et Lausanne, c'est occasionnellement. Mais donc, les dates sont déjà toutes fixées pour l'année 2020. Et enfin, pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, je peux donner des soins à distance. Donc, j'utilise ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire le 4e principe de la physique quantique, c'est-à-dire de la non-localité. D'autre part, je donne des formations. Et donc, il suffit de faire 6 stages de 3 jours pour que vous puissiez faire ce que je fais. Évidemment, ça semble bizarre qu'en 6 stages de 3 jours, on puisse harmoniser toutes les lésions ostéopathiques du corps, traiter tous les organes, etc., le cerveau, le cœur, les coronaires, etc. Ça semble, du point de vue matérialiste, complètement impossible. Et effectivement, si j'avais à m'occuper de la matière et avoir des résultats comme ça, ce serait impossible. Mais c'est pas du tout impossible du point de vue de la physique quantique et du point de vue de la conscience. C'est même très facile. Et donc, simplement, si vous voulez comprendre ce que je fais, eh bien, donc, avec Gwénoline, on a déjà fait plein de vidéos et je vous conseille d'aller soit sur le site de Gwénoline, soit sur le mien. En page d'accueil, vous avez toutes les vidéos dans l'ordre, donc il n'y a plus qu'à cliquer dessus et à regarder. Sachez que dans les événements proches, donc il y a demain et après-demain avec Gwénoline, et puis je serai dans des salons
et donc je donnerai des conférences publiques. Je serai au salon à Paris, salon Vivre Autrement, et je donne une conférence le 22 mars. Je serai au salon Mednat de Lausanne, où je donnerai donc des petites consultations et des conférences du 2 au 5 avril. Je serai aussi au salon de Bordeaux du 17 au 19 avril. Je serai ce qu'on appelle au Swiss Congress of Integrative Medicine du 12 au 14 juin. C'est proche de Genève. Et donc, je serai au Salon Zen à Paris, donc, du 1er au 5 octobre. Sachez que je donne des consultations toute l'année au Sable d'Olonne, à Paris et à Lausanne de temps en temps, donc des séances à distance. Vous pouvez aller sur mon site pour prendre rendez-vous, vous cliquez sur le bouton rendez-vous et vous choisissez ce que vous voulez choisir. Ensuite, il faut savoir que les consultations, donc en Vendée, c'est toute l'année, que les consultations à Paris, ce sera du 1er au 4 juin, du 6 au 11 juillet, du 29 septembre au 4 octobre. Et que les consultations à Lausanne, en Suisse, ce sera du 6 au 9 avril, du 9 au 11 juin et du 15 au 16 juin. Alors donc, je rappelle que les formations, c'est 6 stages de 3 jours. Et donc, il y a 6 niveaux. Et on fait les niveaux dans l'ordre, obligatoirement. Et qu'il va y avoir donc le stage numéro 1. Il y en aura un du 29 au 31 mai, donc à Paris. Il y en aura un autre du 13 au 15 octobre en Italie, au Pouilly, à Ostany. Pour le stage numéro 2, il y aura du 5 au 7 juin à Paris, du 16 au 18 octobre au Pouilly. Le stage numéro 3, du 28 février au 1er mars, donc au Sable d'Olonne. Et il y aura du 3 au 5 juillet à Paris. Et après, les stages 4, 5 et 6 seront au Sable d'Olonne. Le stage 4 du 18 au 20 septembre, le stage 5 du 10 au 12 novembre et le stage 6 du 13 au 15 novembre. Voilà. D'accord. Alors, si vous n'avez pas retenu toutes les dates, vous pouvez aller sur le site. Je vous l'ai remis le lien. www.chamodo.fr. Voilà, je vous ai remis dans le chat. Donc, je vous remercie. Déjà, je te remercie, Jean-Pierre, parce que je fais ma rentrée avec toi, finalement. Donc, merci aussi. Et puis, on va passer encore demain et après-demain ensemble. Oui, oui. Et quant à vous, merci beaucoup de me suivre et puis de regarder tous ces intervenants, de partager la connaissance, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne YouTube Gwénoline TV. Donc, si vous pouvez continuer de parler autour de vous et de partager pour propager la connaissance, parce que ça peut éviter à certains d'avoir des passages difficiles ou de passer que par des médicaments alors qu'il y a peut-être aussi d'autres solutions. Hein. On n'est pas obligé de passer que par la médecine traditionnelle, ça peut être complémentaire et ça peut aider beaucoup de gens de partager ce genre de conférences. Donc voilà, je vous remercie d'avance pour tous vos partages et on vous souhaite une très très jolie soirée. On vous dit à demain à 20h. Et on va partager encore plein de belles choses ensemble. À bientôt!